Donc on vient de voir là, tout à l'heure, je vous ai décrit le cycle de Carnot. Ah, tout à l'heure j'ai mis expansion là. Non, j'ai mis détente. Expansion, c'est pareil ici. Expansion, c'est le fait que le volume augmente. Détente, c'est le fait que la pression diminue. Là, il se fait les deux choses en même temps. De détente adiabatique. 3. Compression isotherme. 4. Compression adiabatique. Et on avait tracé dans le diagramme PV quelque chose qui ressemblait à ça. Vous êtes chaud? C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est très similaire à ce qu'on a fait ce matin. On va juste aller un petit peu plus vite ici. On va calculer à partir de la température initiale, de la pression initiale et du volume initial ici. On va calculer certaines des variables d'état qu'on peut calculer dans les états ultérieurs. Donc dans la première transformation ici, dans la transformation 1, ça donne PB égale. PB égale et VB égale. Alors on va commencer par ça. Et on va appeler, alors on va peut-être donner des noms à tout ça. Non, PA, c'est bien, PA, TA et VA pour les quantités initiales. Juste pour les températures, je vais noter ça un petit peu différemment. Vous vous souvenez qu'on a une isotherme ici et une isotherme ici, ça c'est des adiabatiques. Donc cette isotherme-là correspond à une température qui est à votre avis plus grande ou plus petite que la température qui est ici. C'est plus grande puisque la pression et le volume, la pression est plus forte. Voilà, à volume constant, la pression est plus grande. Dit autrement, le produit PV est plus grand ici. Donc la température ici est plus grande. Ça, je vais noter TC pour chaud. Ah oui, non, il y a un C pour... Je vais noter T chaud. Et celle en bas, T froid. Donc on a deux sources de température. On a deux sources de température, deux sources de chaleur à température donnée. À la température T chaud et T froid. Donc celle-ci, c'est T chaud. La première transformation est isotherme. Celle-là, c'est T froid. Celle-ci, c'est aussi T froid, puisque la transformation est isotherme. De quoi on a besoin? Là, vu que pour l'instant je ne vous ai pas donné, contrairement au cas précédent, je n'ai pas donné de valeur numérique ni de tellement de détails, donc je vous propose on calculera les grandeurs qui sont ici, la pression et le volume pour les autres étapes, si on en a besoin dans la suite du calcul. Ce que je veux arriver à faire ici, c'est de calculer la quantité de chaleur et le travail échangé au cours du cycle, et surtout de calculer le rendement. C'est ça qui m'intéresse. Bon, ben c'est parti. Commencez par calculer la quantité de chaleur et le travail échangé au cours de la première transformation ici, la transformation 1. Je vais faire un petit peu de place différemment sur mon tableau pendant que vous cherchez ça. Donc transformation 1, calculer Q1 et W1. La transformation est une détente ou extension isotherme.
vous avez envie de dire un truc intelligent là? Quand est-ce qu'on mange? Ça compte pas. Non, Q1, il y a... Q égale 0, j'ai entendu. Pourquoi? Parce que TA égale TB. Non. Enfin, pardon. Oui, TA égale TB, mais ça n'implique pas que Q Mais il y a PV. est égal à 0. Dans delta Q, il y a deux termes. Il y en a un en DT, puis il y en a un autre qui dépend de ce point-là. Quelqu'un d'autre voulait dire autre chose? Je travaille. Oui, alors, d'accord. Alors, je reformule la question. J'ai un truc précis en fait en tête que je vais vous faire dire, mais là c'est trop vague. La relation entre Q et W. On va trouver une relation simple entre ces deux grandeurs. Oui, pourquoi? Alors, je ne l'ai pas dit, on va considérer que c'est un gaz parfait ici. Ah. Donc, vas-y, exprime-toi. Semble bien que c'était du bluff. Effectivement, Q plus W est égal à 0. Ouais. Pas d'échange de chaleur? Si, il va y avoir l'échange de chaleur. Parce que si c'est isotherme, pour rester à température constante, il faut qu'il se débarrasse de sa chaleur. Q plus W, ça évoque quelque chose, ça, fortement. C'est C'est delta U. Pour un gaz parfait. Ça dépend que de la température. Donc, la transformation est isotherme à température constante, donc la température ne varie pas. U ne dépend que de T, donc effectivement U ne varie pas non plus. T est le même au début et à la fin, donc delta U est égal à 0. Donc si delta U est égal à 0, ça veut dire que Q plus W est égal à 0. On va trouver ici l'un est égal à l'opposé de l'autre. Comment est-ce qu'on calcule Q1? J'écris par exemple, je sais pas, c'est VDT plus PV, j'aurais pu prendre l'autre avec CV, hein, mais bon, il faut bien en choisir une. Qu'est-ce que je peux simplifier là-dedans? La descente est isotherme. Ça s'en va. Donc on se retrouve avec Q est égal à l'intégrale de PV entre le point A et le point B. Remplacer T par le gaz parfait. Voilà, alors ici, effectivement, faites très attention à une erreur que vous faites vraiment souvent, même là ça vous semble évident que vous n'allez pas faire, mais vous allez quand même la faire à un moment donné. Vous allez sortir le P ici, parce qu'il vous embête. On ne sort pas des trucs des intégrales parce qu'il nous embête, on les sort si c'est des constantes. Ici, P n'est pas constant. Donc pour avoir quelque chose de constant, on utilise la loi des gaz parfaits et on utilise le fait que P c'est nRT sur V. Cette fois-ci, qu'est-ce qui est constant là-dedans? Qu'est-ce que je peux sortir de l'intégrale? nRT. Et on se retrouve avec une intégrale que vous savez calculer. L'intégrale de dV sur V, ben ça donne du log. NRT. Et le T qui est ici, c'est le T, chaud. Et là, ça fait log de V final VB sur VA. Donc voilà ce que donne Q1. Je le reporte ici. Si je veux calculer maintenant le travail. C'est l'opposé, c'est ça? Voilà, c'est l'opposé à moins PDV. Bah oui, c'est l'opposé de ça. Depuis le début, donc ou bien on fait tout le calcul et puis on trouve moins ça, ou bien on remarque intelligemment que la transformation étant isotherme pour un gaz parfait delta U égale à 0, d'après le premier train. Enfin, ça c'est d'après la loi de Joule. Or, ça c'est égal à Q1 plus W1. Donc l'un est l'opposé de l'autre. Donc ça fait simplement moins NR T chaud log de VB sur V1. Voilà. On a calculé tout ce qui avait rapport avec la transformation 1. On va faire pareil maintenant avec la transformation 2. On va voir que les 3 et 4, en fait, elles sont très similaires. La transformation 2, maintenant, c'est une détente adiabatique. Qu'est-ce qui se calcule facilement? Q2 égale 0. Ah, ça, c'est adiabatique. Ça, c'est fait, on en parle plus. W2, maintenant. Bon, bah, rebelote, hein. Comme tout à l'heure, delta W, c'est moins PDV.
Est-ce que P est constant? Ben non, pas spécialement. Qu'est-ce que je fais? Donc on veut calculer ça. Est-ce qu'on fait comme tout à l'heure? Tout à l'heure, pour calculer ça, on avait écrit que P c'était NRT sur V. Est-ce que ça va nous aider, ça? Je vais le droit d'écrire, hein, ça. C'est vrai, donc. Non, ça ne nous aide pas cette fois-ci, parce que tout à l'heure, la température T était constante, on avait pu la sortir de l'intégrale. Maintenant, ce n'est plus le cas. La transformation est adiabatique. Donc on ne sait pas comment la température, a priori, évolue au cours du temps. Vas-y. Mais en fait, on va se servir de l'aparté et la parenthèse que j'ai faite tout à l'heure avec la loi de Laplace. On a ici une transformation qui est adiabatique, on considère qu'elle est quasi statique. La loi de Laplace nous dit, c'est un gaz parfait aussi, nous dit que P, V puissance gamma est égal à une constante. Pour l'instant, je vais l'écrire sous cette formule-là, constante. Donc ça nous exprime P en fonction de V. On peut le reporter là-dedans et on a quelque chose qui ne dépend que de V dans l'intégrale, donc on sait le calculer. Donc ça, c'est moins la constante intégrale entre B et C de dV sur V puissance gamma. Ça vous dérange peut-être d'avoir constante ici, on ne sait pas ce qu'elle vaut. On va en parler tout de suite après, on va dire ce que c'est cette constante. Pour l'instant, je laisse sous cette formule-là pour que ça ressemble à ce que j'ai introduit au cours d'avant. Calculer cette intégrale. Vous savez faire ça normalement. Allez-y qu'on intègre. Ah ouais. Voilà, c'est peut-être plus simple de l'écrire comme ça. Donc, effectivement, une primitive de ça. On veut quelque chose qui, quand on le dérive par rapport à V, donne V puissance moins gamma. Ça, c'est V puissance moins gamma plus 1, puisque quand on dérive, on perd une puissance de V. Si je mets simplement ça, ça ne marche pas, parce que si je dérive ça, j'ai 1 moins gamma qui sort fois ça. Donc il faut que je divise par 1 moins gamma. Voilà, si vous dérivez ça par rapport à V, vous obtenez effectivement ça. Ça, c'est bien une primitive de ça. Et ça, c'est entre B et C. Et donc on trouve moins une constante sur 1 moins gamma, alors c'est-à-dire constante sur gamma moins 1 finalement. Facteur de VC à la puissance 1 moins gamma moins VB à la puissance 1 moins gamma. Ah, et la constante. Que vaut la constante? Zéro. Donc on a un produit de deux trucs, fait 0. Non mais c'est la réponse automatique, effectivement. On va répondre ça vite, mais c'est pas ça. En fait, si c'est constant, en fait, on a besoin de deux informations sur ça. Si PV puissance gamma est constant le long de toute cette transformation, ça veut dire que si je prends la valeur de ça au point B, ça va me donner la constante. La constante qui est ici, elle vaut PB fois VB puissance gamma. Elle là. Ça vaut PB fois VB puissance gamma. Ça vaut aussi d'ailleurs la même chose en C, puisque c'est constant, PB puissance gamma, tout le long de la transformation. Donc c'est valable en particulier aux deux extrémités. Donc c'est aussi égal à PC fois VC puissance gamma, cette constante. Je vais la remplacer là dans l'expression qui est ici. Pour ça, je vais la réécrire ici. On va faire ça plutôt en haut. Je continue le calcul qui est ici, au-dessus là. Je vais écrire que W c'est une constante sur gamma moins 1 fois VC puissance 1 moins gamma moins constante sur gamma moins 1 V puissance 1 moins gamma avec un B ici.
Je vais remplacer la constante ici par ça ou par ça. Les deux sont égaux, donc je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que vous... Oui? Vas-y. Ah non, c'est moi qui ai mis. Non, ça va? Parfois, vous suggérez de remplacer la constante ici, dans le premier terme, par ça ou par ça. Par le premier ou par le deuxième? Par le deuxième, ça va bien simplifier ici. Je remplace la constante. Elle, je la remplace par ça. Ça fait PC, VC puissance gamma, fois VC puissance 1 moins gamma, sur gamma moins 1. Moins, dans ce terme-là maintenant, on peut être malin, on peut remplacer ça par autre chose. Ici, je peux le remplacer par lui cette fois-ci. Parce que là, ça fait PB, VB puissance gamma, fois VB puissance 1 moins gamma, gamma moins 1. Et donc tout ça, ça se simplifie. Ici, là, ça c'est constant. Non, il s'en fout. VC fois VC sur gamma moins 1. Ici, là, le VC puissance gamma fois lui, vous voyez que les puissances se simplifient. Et là, on a PB fois VB, fois VB tout simplement. Vous voyez, ça donne quelque chose de simple, hein, finalement. Vous voulez qu'on simplifie encore un peu? Ça donne quoi, ça? PC, DC. On l'écrit comment? NR. NR sur gamma moins 1 fois TC moins TB. TC, tout à fait, TC moins TB. TC, c'est la froide, moins T chaud. Ça vous rappelle quelque chose, hein? NR sur gamma moins 1, CCV. Vous voyez que ça donne quelque chose de simple. Hein? On arrive à ça. Alors là maintenant, je vous demande vraiment de faire une remarque intelligente. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver ça tout de suite en fait? C'est CV delta T. Ouais. Et pourquoi on s'attend effectivement à ce que ça vale ça? Si delta U égale 0, delta U n'est pas égal à 0 ici. Il n'y a pas de raison qu'il soit égal à 0. La température change. Tout à l'heure c'était égal à 0 parce qu'il n'y avait pas de variation de température. Mais que ça ne soit pas égal à 0, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le calculer. Le premier principe nous dit delta U est égal à Q plus W, le Q est égal à 0. Donc c'est égal à W ça. Donc ce qu'on cherche c'est égal à delta U. Pour un gaz parfait, dU c'est CV dt. Donc le delta U c'est simplement CV fois delta T, c'est-à-dire T final moins initial. T froid moins T chaud. Vous avez ici deux approches, la grosse brutasse et le malin. D'accord ? Qui donnent le même résultat normalement. Vous voyez, ça peut être utile de se souvenir de cette expression-là du premier principe hein, et de s'en servir surtout. Ça permet de calculer des choses assez simplement. Donc en tout cas, le résultat final, c'est que c'est, je vais l'écrire sous sa forme NR sur gamma moins 1, T froid moins T chaud. Je vais faire sa démonstration avec delta U. Étape 3. Voilà, c'est très semblable à ce qu'on a fait tout à l'heure pour la 1. On est encore dans la situation où la température est constante, donc on va avoir l'un ici qui est opposé de l'autre. Et on peut faire exactement le même calcul que tout à l'heure. On va calculer quoi? Delta Q égale à CVDT plus TdV. On est ici sur une isotherme, donc le terme est nul. On intègre ça température constante. Q est égal à l'intégrale entre C et D de P, c'est NR, T, froid cette fois-ci, PV sur V, et ça s'intègre en NRT froid, log de V final, c'est-à-dire VD,
sur VA. Liège. Non, sur le WC. Parce que je me suis trompé. C'est bien sûr un C ici. Hein. Merci. Pareil ici. Pareil ici. Ok. Et enfin, il manque la transformation 4 ici, qui ramène à l'état de départ. Où on a que 4 est égal à 0, la transformation état diabatique. Et W4, on l'obtient comme tout à l'heure avec le premier principe, hein, exactement comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est NR sur gamma moins 1, facteur de T chaud sur T froid. T chaud moins T froid. Donc ici, je ne vous refais pas la démonstration. C'est vraiment exactement la même que dans le cas de l'étape numéro 2, ici. La constante, elle vaut quoi en fait? Constante de PV puissance gamma. Où On avait marqué PV Ah. puissance gamma égale constante. Bah, ça dépend. Tu vois que là, sur cette transformation-là, entre B et C, c'est une adiabatique, on a PV puissance gamma égale à une constante. Bah, ça vaut par exemple PB fois VB à la puissance gamma, et ça vaut aussi PC, VC puissance gamma. Et tu mets P avec n'importe quelle valeur intermédiaire, ça sera encore valable. Sur cette branche-là, qui est aussi une adiabatique, le PV puissance gamma est constant le long de la transformation, mais il a une valeur différente d'ici. Ça dépend de où on se trouve, sur laquelle de l'adiabatique on s'occupe. Alors, la raison pour laquelle on calcule tout ça, c'est que je voudrais qu'on calcule le rendement. Est-ce qu'on peut déjà s'assurer qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que vous pouvez calculer la quantité de chaleur totale échangée au cours du cycle et W top? On va le faire ensemble. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, bah Q2 et Q4 sont nuls. Il reste NR, T chaud, log de VB sur VA, plus NR, T froid, log de VB sur VC. Et W tot, ben on fait la somme de tous les travaux. Alors si vous regardez attentivement, vous apercevez que ces deux-là simplifient. D'accord? Donc il reste W1 et W3, bah oui c'est les mêmes qui étaient les opposés de Q1 et Q3 tout à l'heure. Donc on trouve bien moins Q tot. On trouve ces termes, ce terme-là et ce terme-là là-dedans. Donc ça c'est normal, au cours d'un cycle delta U est égal à 0, donc on s'attend bien à ça. Voilà. Alors maintenant ce que je voudrais qu'on calcule c'est le rendement, c'est-à-dire, je vais le définir ici. Si ce cycle est utilisé comme un moteur, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas forcément le cas. Si ce cycle est utilisé comme un moteur, ce qui nous intéresse, c'est le travail qu'on récupère. Donc le rendement est défini comme le rapport entre le travail et la quantité de chaleur qu'on a fournie. Ici, il faut faire attention. On pourrait se dire, bah, je vais faire le travail ici divisé par Q. Ça ferait 1, effectivement. Comme c'est un cycle, si je mets une valeur absolue ici, le travail reçu est négatif, hein, puisque le système donne du travail, c'est un moteur. Si je définissais ça comme ça ferait un 1 ici. Le rendement serait égal à 1. Pourquoi est-ce que le rendement n'est pas égal à 1? Parce que
l'énergie qui nous coûte, c'est pas toute la quantité de chaleur Q tot. C'est celle qu'on utilise pour chauffer le système. Celle qu'on utilise pour refroidir, ça ne coûte pas. Il suffit de mettre une source froide en contact avec le système et il se refroidit. Donc, c'est les deux étapes de compression qui coûtent effectivement de l'énergie. Et c'est-à-dire qu'il faut compter les quantités de chaleur qui sont positives, c'est qui sont reçues par le système. C'est-à-dire ici, c'est Q3 et Q4. Non, c'est vrai ça? Non, pardon. C'est Q1. C'est Q1 et Q2. Q2 et Ici, c'est chaleur reçue. Q2, il est nul. Et il y en a un qui est nul, d'accord. On va simplifier ça. Ah, mais Q3, il est nul. Ah ouais, d'accord. Non, oui, alors, pardon, ici. Je voulais faire dans le cas général, si on avait un cycle avec deux branches qui chauffent, effectivement, ici, c'est simplement Q1. Bon, on va calculer ça. On va voir qu'on obtient une expression qui est celle de tout à l'heure, l'expression de Carnot que je vous ai donnée. Q1, il est là-bas et la quantité de travail total est ici. Donc on veut calculer R est égal à, je recopie ça bêtement pour l'instant, valeur absolue de NR T chaud log de VB sur VA plus NR T froid log de VD sur VC. Et on divise tout par Q1, c'est-à-dire NR T chaud log de VB sur VA. La quantité qui est au numérateur, là, entre le signe valeur absolue, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Pourquoi? Il fournit du travail. Alors, attends, oui. Faites juste attention à un truc. Donc, W tot est négatif, donc, dans le cas qu'on considère ici. C'est un moteur. Donc, il donne du travail à l'extérieur. Ça, c'est négatif. Donc, Q tot est positif. Ce que j'ai mis, moi, ici, là, ça, c'est la quantité qui est là-haut. Donc, ça, c'est effectivement... Moi, j'ai mis la quantité positive ici. Donc, je peux me débarrasser des valeurs absolues, puisque le numérateur est positif. Si j'enlève les valeurs absolues, cette quantité se simplifie très vite, notamment le premier terme ici. Ça, vous voyez que ça, c'est la même chose que ça, donc ça fait 1 plus. Avec ça divisé par ça, les NR se simplifient. On a ici T froid sur T chaud. Et on a le rapport entre log de VD sur VA sur log de VB sur VA. Et, pardon, c'est un C ici sur VC, et là sur VA. Est-ce que vous pouvez me montrer que la quantité qui est ici vaut moins 1? Bon, on va prendre ça de façon systématique. Là, vous tournez probablement en rond avec les gammas. Ok, on va essayer de voir ce qu'on peut dire, les relations qu'on peut donner ici entre les différentes grandeurs, entre PB et PA, VB, VA, etc. Dans la première transformation ici, de là à là, on a vu que la transformation est isotherme. Du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme relation? Comment est-ce qu'on peut déterminer PB? On a une relation entre PB, VB, et puis PA et VA. Je vais écrire cette relation sous cette forme-là. D'où est-ce que ça vient, là, ce que je suis en train d'écrire? C'est isotherme. C'est la loi des gaz parfaits. Voilà, la consommation est à température constante.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Comment est-ce que je peux relier la pression en C et le volume en C à ce qui s'est passé avant? Comment est-ce que je peux relier les quantités en C à celles en B? La transformation est adiabatique. On a ça. D'accord avec ça? Et enfin, presque enfin, je vais gagner un petit peu de place ici. TD c'était froid, et la pression D fois le volume en D. La transformation est isotherme, donc c'est PC, VC. Et c'est pas tout. On a aussi, enfin, pendant la transformation 4, la transformation, cette fois-ci, elle est adiabatique. On se retrouve avec TA qui est égal à T froid. Et on a que PA, VA à la puissance gamma, est égal à P en D, V en D, à la puissance gamma. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche log de VD sur VC et log de VD sur VA. Là, ce qu'on peut faire par exemple, on peut exprimer là-dedans on a une idée de la réponse, hein, donc on peut s'appuyer dessus. Hein. On a quatre grandeurs ici, VD, VC, VB et VA. On va en éliminer le plus possible. On peut peut-être commencer par éliminer, je ne sais pas, exprimer tout en fonction de A et de B par exemple. Ok. Donc ça, le dénominateur, on va le laisser tel quel. On va exprimer VD sur VC en fonction de VA et VB. On va probablement y arriver, parce que je vous dis que ça fait moins 1. Donc qu'est-ce que je sais sur ce rapport? Donc j'ai dit que j'allais exprimer les grandeurs qui sont ici en fonction de A et de B. Si je veux VD en fonction des grandeurs en A. C'est la constante sur la racine sur P C à la puissance. Oui, alors la constante on la connaît, hein. Tu veux utiliser ça en fait. Ouais. Ah oui, bah pas la constante, ouais, donc c'est. Donc là tu es en train de me dire que ça va être PA, voilà. VA puissance gamma sur P fois D sur V. Non, bah voilà, juste sur ça. Et il y a la puissance gamma ici, donc c'est tout ça puissance 1 sur gamma. C'est ça? Tout à fait. Par ailleurs, on peut aussi exprimer la pression en D ici, on veut tout en fonction de A et B. Hein, donc la pression en D, on l'a aussi. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Calcul similaire en C. C'est pareil. En C, on va utiliser celle-là. Donc on a VC, c'est égal à P sur PC à la puissance 1 sur gamma fois VB. Qui nous intéresse. On a VA sur VB. On a PA fois PB sur PC PD à la puissance 1 sur gamma. Oui, attendez, parce qu'il faut quand même tout. Je le mets dans le bon sens. Je ne le vois pas parce que j'ai écrit dans le mauvais sens. Si je fais ça divisé par ça, dans ma parenthèse ici, c'est PC ici. Et c'est PB ici. Faites attention. Parce que si je multiplie les deux qui me restent ici, je multiplie ça par ça, je multiplie celle-là par celle-là, les deux que je n'ai pas utilisées. Ça me dit que PD
facteur de VA, VD, VD est égal à VA, VC, facteur de VA, VC. Ok. Ce que j'ai fait ici, j'ai multiplié ça, j'ai multiplié ça par ça. D'accord? Si maintenant je multiplie les deux que j'ai déjà utilisés là, celle-là et celle-là entre elles, ça me dit que PAPC, alors ça me dit que PD fois PB à la puissance fois V B fois VD à la puissance gamma est égal à PAVC VAVC à la puissance gamma. Suivez là, c'est vraiment juste un petit pas de calcul. Donc en multipliant ces deux-là entre elles, je trouve ça. En multipliant ces deux-là entre elles, je trouve ça. Pourquoi est-ce que ça nous aide, ça? Ben, vous voyez que si je prends la puissance 1 sur gamma de tout ça, je fais en direct. Ça fait ça. Et si je divise ici l'une par l'autre, ça vous dit que B fois PD à la puissance 1 sur gamma est égal à PAPC à la puissance 1 moins 1 sur gamma. Vous voyez que les VAVC simplifient et les PVD simplifient ici. Donc voilà, vous prenez maintenant la bonne puissance et ça vous dit que le produit PB fois PD est égal à PA fois PC. Donc le numérateur et le dénominateur ici sont bien égaux et ça fait bien 1. Donc si je rembobine le truc en arrière, ça vous dit que ici vous aviez 1 dans cette expression-là, dans la parenthèse. Donc le log de VD sur VC c'est égal au log de VA sur VB. Donc ça vous dit bien que la quantité qui est ici vaut moins 1. Bon, là on a un peu lutté pour le retrouver parce que la manière habituelle dont on fait ça, c'est qu'on calcule vraiment sous la dépression, les volumes et les températures aux différentes étapes en se donnant un certain facteur de compression. Et puis ça apparaît naturellement ici. C'est une fois qu'on a vu que par cette astuce-là, on trouvait que le numérateur est égal au dénominateur, c'est pas si long que ça non plus. Ça se fait bien. Donc, je vais effacer tout ça là. Je vais écrire le résultat final pour le rendement de ce cycle de Carnot. R égale à 1 moins T froid sur T chaud. Ça s'appelle le rendement de Carnot. Ça va le faire, ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Je ne vais pas vous demander, comme ça, from scratch, de démontrer ça à partir de rien. Je peux vous dire de faire les étapes intermédiaires et oui, ça oui. Vous allez en faire des cycles de toute façon, vous allez en faire en TD, vous allez reprendre ça. Vous allez voir que c'est vraiment assez mécanique. Il y a 1 ou 2 calculs à savoir faire, ceux qu'on a fait aujourd'hui, ce matin, tout à l'heure, là, et puis voilà quoi. Alors, on verra plus tard pourquoi est-ce que ce rendement, c'est le rendement maximal théorique qu'on peut atteindre, mais je vous le dis déjà, voilà, si vous faites une machine thermique, vous n'arriverez jamais à avoir un rendement plus grand que ça. Du coup, si vous avez envie de faire un moteur qui a un super rendement, qu'est-ce que vous allez optimiser comme caractéristique? Ouais. Ouais, alors qu'est-ce qu'on veut pour la température chaude? On veut qu'elle soit très chaude, le plus chaud possible, et que la température froide soit la plus froide possible. Ça, c'est un truc important. On pense souvent, quand on pense à un moteur, on pense à, voilà, on chauffe avec une explosion dans un moteur de voiture, ou une machine à vapeur, c'est
Voilà, on a un gros fourneau et puis on met du bois dedans et ça chauffe de l'eau et voilà. Mais pour le rendement, la source froide, elle a son intérêt aussi. Hein. Si vous avez une température qui est chaude, qui est moyennement chaude, mais vous avez une température froide qui est très froide, vous avez un très bon rendement aussi. Le rendement, en fait, fait intervenir les deux températures ici, les deux thermostats qui sont mis en contact avec le système. Le rapport T3 sur T chaud, c'est en valeur absolue, le jour pareil. C'est toujours en Kelvin, très important. Je vais le noter, c'est effectivement une remarque. Bravo, il y a Par exemple, pour un moteur, il faut que l'air et l'essence soient froides et que s'il réchauffe comme ça. Il faut que l'explosion amène le gaz à une température suffisamment chaude et qu'à l'extérieur, ça soit en contact avec de l'air suffisamment chaud. Alors, je mets quand même un petit bémol ici. Dans les moteurs de voitures, ce n'est pas des cycles de Carnot qui sont décrits. Et on ne cherche pas forcément non plus à optimiser le rendement. Le rendement, c'est bien qu'il soit important, mais des fois, on a envie de puissance plutôt. Si vous avez une voiture qui a un super rendement, effectivement, que toute la chaleur vous lui donnez, elle la transforme en travail, mais vous arrivez à fournir 1 joule par minute, eh ben, vous avez un vieux tracteur pourri qui n'avance pas, quoi. Certes, vous ne gaspillez pas d'énergie, mais vous n'allez pas vite non plus. Donc, le rendement n'est pas la seule quantité intéressante qu'il faut considérer. On peut pas faire les deux en même temps, avoir un bon rendement et avoir du jus en même temps? Non, parce que le rendement, il est dégradé quand on a des transformations qui deviennent, par exemple, non réversibles. Or, une transformation réversible, il faut que ça soit lent. Donc, si tu veux atteindre de toute façon même ce rendement-là, il faut que la transformation soit le plus lent possible. Donc, quand tu veux de la puissance, c'est le contraire. Tu veux de l'énergie disponible rapidement. Donc, la volonté, disons que la contrainte de puissance et de rendement, elles sont plutôt antagonistes. Et ça, ce genre de truc, c'est pour des trucs qu'on veut que ça aille un peu lentement, comme je sais pas, genre des frigos. Oui, ou même des machines à vapeur. Hein. Une machine à vapeur, ça peut être assez lent le mouvement d'une machine à vapeur. Hein. Ça ne tourne pas à 1000 tours par minute, hein, une machine à vapeur. Donc il y a des machines pour lesquelles c'est le rendement qui est le plus important. Calculer le rendement qu'on attend pour une machine thermique qui marcherait avec une source chaude qui serait de l'eau bouillante, par exemple 100 degrés. Et puis T froid à la température ordinaire. Bah, R égale, ça fait 1 moins. La température froide, ça fait 293 Kelvin. Sur la température chaude, 373. C'est 0,25. C'est pas très loin de ce qu'on avait tout à l'heure, oui, effectivement. 0,21. 21%. Donc, avec une machine thermique qui fonctionne entre ces deux températures-là, vous n'aurez nécessairement, vous n'allez récupérer que 21% d'énergie sous forme de travail. Vous ne pourrez pas récupérer plus. Vous perdez 80% d'énergie. Bon, vous aurez l'occasion d'y revenir en TD sur ça, on y reviendra aussi probablement un peu dans la suite. Je vais vous parler maintenant d'autres genres de machines thermiques que de moteurs. Là, je me suis vraiment polarisé sur les moteurs depuis le début. Je vais quand même vous parler aussi de réfrigérateurs, de pompes à chef. Ça s'appelle 4 autres machines thermiques. Pourquoi? Réfrigérateur, ultime. D'accord. 5 machines thermiques. Et je vais refaire le petit dessin que j'avais déjà fait. Ça, c'est le carré, c'est le système qu'on considère. Et je vais considérer ici des machines qui échangent avec deux sources de température, une chaude, une froide.
Voilà, ce qu'on a vu pour l'instant, on était dans cette situation-là. Précisément, fournissait du travail comme ça. Donc les flèches qui sont ici représentent le sens dans lequel effectivement les échanges se font. Donc, ça veut dire qu'avec la convention des quantités qui sont négatives quand elles sont données à l'extérieur, le W ici est négatif pour un moteur et le Q froid est négatif aussi. Et ce qu'on a appelé le rendement ici, c'était valeur absolue de W sur Q chaud. Autrement dit, les quantités ici, la quantité qui nous intéresse, c'est celle-là, et celle qui nous coûte quelque chose, c'est celle-là. Maintenant, si on s'intéresse à un réfrigérateur, on en a déjà parlé la dernière fois, on a aussi une source chaude et une source froide. Ce qu'on veut cette fois-ci, c'est que la chaleur aille de la source froide vers le système. Donc le système va aller chercher de l'énergie dans la source froide, il va l'emmener dans la source chaude. Et pour ça, il consomme du travail. Quelle est la quantité qui nous intéresse ici? Si vous voulez savoir si votre frigo est super performant, c'est Q froid. On veut que ça soit important là. Donc la quantité qui nous intéresse, la même couleur, c'est celle-ci. Et la quantité qui nous coûte, c'est le travail cette fois-ci. C'est pour ça qu'on branche un frigo. On branche sur une prise électrique, il faut fournir du travail au système. Donc cette fois-ci, on définit aussi une grandeur, on ne l'appelle pas le rendement. On l'appelle plutôt l'efficacité. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Efficacité. C'est défini comme le rapport de ces deux grandeurs, Q froid sur W. Oui, je comprends pas très bien. Q froid, ça veut dire que ça veut pas dire qu'on apporte du froid au système. Alors, ouais, mais dans le frigo, ce que tu veux, c'est pas retirer le froid, c'est retirer du chaud. Non, on ne veut pas retirer du chaud ni retirer du froid. On veut retirer de l'énergie à quelque chose. L'intérieur du frigo. Le système, c'est pas l'intérieur du frigo. Hein. Le système, c'est le fluide qui se balade dans les tuyaux. Là. Ce système, il est en contact avec deux choses. Il est en contact avec l'intérieur du frigo, ça c'est le froid. On veut que quand il est en contact avec l'intérieur du frigo, la chaleur aille de l'extérieur. Ici, l'extérieur, attention, c'est l'intérieur du frigo. Hein. Donc on veut que la chaleur aille de l'intérieur du frigo vers le système. D'accord ? Et on veut que quand le fluide se balade derrière, là, au niveau du radiateur du frigo, là, le système est en contact avec le dehors, on veut que cette fois-ci, la chaleur aille du système vers l'extérieur. C'est effectivement le cas du frigo, il faut bien se le répéter plusieurs fois, bien voir ce qu'est le système et ce qu'on appelle l'extérieur du système. Oui, fluide caloporteur, c'est le truc qui transporte la chaleur dans le frigo. Alors ça, on peut lui donner aussi, on peut l'écrire aussi autrement, puisque W, alors Q froid est positif, W est positif, et on peut aussi l'écrire, pourquoi pas, comme moins Q1, moins Q froid, moins Q chaud. Non, mais en fait, je ne vais pas le. La quantité qui est ici, donc on ne l'appelle pas un rendement, parce que dans ce cas-là, c'est une quantité qui peut éventuellement être plus grande que l'unité. Ce que je vous donne, donc vous avez ici, vous apportez du travail, il y a de la chaleur qui arrive du système depuis la source froide, et tout ça, je vais mettre une grosse flèche en fait. Voilà, ça plus ça se retrouve ici. Le premier principe vous dit que ce qui arrive sous cette forme-là et sous cette forme-là, ça ressort sous cette forme-là, mais là, le tout fait 0. Donc la flèche ici est plus grande que celle-ci et celle-ci, c'est la somme, celle-ci en fait c'est la somme de ces deux-là. Mais vous n'avez aucune relation a priori entre celle-là et celle-là. Vous pouvez avoir une quantité de chaleur de la source froide qui est 2 fois plus grande par exemple que le travail que vous apportez. Donc l'efficacité ici ça vous dit pour 1 joule que j'apporte sous forme de travail, combien de joules sont transportés, sont enlevés de la source froide en fait. Ben, ces rendements-là, ils sont dans les frigos chez vous, ils sont plus grands que 1, largement. Ils peuvent être de l'ordre de 3, 4, 5.
Donc vous apportez 1 joule sous forme de travail électrique, 1 joule que vous payez à EDF, et ça vous fait passer 4 joules de la source froide vers la source chaude. Et du coup, vous vous retrouvez avec 6 joules qui sortent dehors, hein, vous chauffez avec 6 joules. Oui, elle se retrouve quelque part, la chaleur que vous enlevez de la source froide. Donc voilà. Dans le cas du moteur tout à l'heure, ce qu'on voulait, c'était le rapport entre ça et ça. Et là, on peut montrer effectivement que ce rapport est forcément plus petit que 1. En gros, la grosse flèche ici, elle est ici. Hein. On a de la chaleur qui vient de la source chaude et qui se sépare en deux. Il y en a une partie qui va vers la source froide, une partie qui va vers ça. Donc ça, c'est forcément plus petit que ça. Donc le rapport entre ça et ça était bien petit que ça. Donc voilà, dans le cas du moteur, le rendement, on le définit comme ça, il est bien toujours plus petit que 1, je vais le montrer. Ça peut être plus petit ou plus grand que 1. Dans le cas de la pompe à chaleur, c'est quelque chose de vraiment similaire. Qu'est-ce qui change dans le dessin dans le cas de la pompe à chaleur? Les flèches. Le sens des flèches, le sens desquelles? Des... Le travail, c'est... Bah non, en fait, c'est les mêmes. Ah non, ouais, c'est comment il met le système. Ah, c'est qu'on cherche. Au lieu de chauffer le... Là, la seule chose qui change, c'est ce qu'on appelle la source froide. Là, la source froide, c'est l'extérieur de votre maison. Donc vous voulez, quand il fait froid dehors, qu'il fasse chaud chez vous, vous allez prendre de la chaleur de la source froide et la mettre chez vous. Donc vous voulez faire passer l'énergie de là à là. Et ça, vous le faites en apportant du travail. Quelle est la quantité ici qui vous intéresse, qui vous dit si effectivement ça marche bien ou pas? C'est lui maintenant. La pompe à chaleur, c'est ça la quantité intéressante. Qu'est-ce qui vous coûte? Comme tout à l'heure, W. Et cette fois-ci, l'efficacité est définie comme valeur absolue de Q chaud sur W. Donc ce que vous voulez optimiser maintenant, c'est ça. Pompe à chaleur parce que ça, effectivement, ça aspire de la chaleur de là vers là. Elle aurait tendance, la chaleur, à passer spontanément de là à là si on fait rien. Donc retrouve les portes de chez toi, ça va dans ce sens-là. Là, on veut aller faire dans l'autre sens. Comme une pompe, ça fait passer de l'eau du niveau du bas vers le haut. C'est pour ça que il y en a qui se sont fait arnaquer, je sais, quand il faisait trop froid, sur plus de chaleur. Vous ne pouvez pas pomper la chaleur de dehors, parce qu'il y en a non, alors ça, il y en a toujours en fait. Hein. Même s'il fait moins 20 chez toi, chez toi c'est un problème. S'il fait moins 20 dehors, il reste quand même effectivement de l'énergie à récupérer si on veut. Après, l'efficacité ici peut effectivement décroître quand la température extérieure augmente. Ça s'étudie, ça dépend vraiment du type de pompe à chaleur qui est installé. J'ai mentionné ici la climatisation. Pourquoi est-ce que c'était pertinent? Est-ce que ça décrit effectivement une climatisation? On est où, nous? Si je mets une clim là, dans cette pièce, on est à gauche. nous on serait là, ouais. En fait, on est à l'intérieur du frigo. Hein. Une climatisation, c'est un frigo à l'intérieur duquel on se trouve. Vous faites de la pièce un frigo, c'est exactement ça. Donc, ce qui est ici, ça s'appliquerait aussi pour un réfrigérateur et pour une clim. Bon. Le chapitre qu'on vient de terminer, hein, il était assez calculatoire. Vous allez en faire de ça des cycles en TD, vous allez en faire plusieurs. Et c'est vraiment des choses que je vous demande de savoir faire. S'il y a une chose sur laquelle vous devez concentrer vos efforts au moment de la révision, c'est vraiment ça, le prochain contrôle continu. À partir de maintenant, donc là aujourd'hui, on va commencer le chapitre sur le deuxième principe de la thermodynamique et je vais vous parler un peu d'entropie. On continuera ça la prochaine fois. Et on fera ensuite quelques chapitres. J'essaierai d'intercaler des chapitres d'application et des chapitres un peu plus théoriques à partir de maintenant. Donc celui qui va suivre, c'est un chapitre plutôt théorique. Et après, donc on fera des applications de la thermo. On fera un chapitre sur la propagation du son, quelque chose qui est directement lié à la thermodynamique. Il y aura un chapitre qui sera lié à la météorologie. Ça expliquera un petit peu l'application de la thermo au courant d'air, à la formation des nuages et tout ça.
Et j'essaierai aussi, mais je ne vous promets pas encore, mais j'y réfléchis sérieusement, à vous faire un chapitre d'application à l'astrophysique. Parce que c'est aussi un domaine dans lequel la thermo intervient beaucoup, et c'est un domaine que moi je connais bien, donc je peux peut-être essayer de vous faire profiter de ça. Même si vous ne faites pas d'astro après, ça ne sera pas des choses forcément compliquées. Hein, mais, voilà. Et on intercalera ça avec des choses plus théoriques, dont l'étude des changements d'état, par exemple, qui servira pour la météorologie. Chapitre 7. Deuxième principe de la thermodynamique. Deuxième principe. Entropie. Si vous avez dans l'idée un jour d'inventer une machine à mouvement perpétuel, je dois vous avertir que l'Académie des sciences, depuis pas mal de temps, a décidé d'arrêter d'étudier toutes les demandes qui avaient été formulées, de faire des machines à mouvement perpétuel. Je vais parler à juste 2 secondes de ça. C'est quoi une machine à mouvement? Voilà. C'est quoi une machine? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'une machine à mouvement perpétuel? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement perpétuel? Ah, lui donne une énergie au départ. C'est un frigo, C'est un cycle en autarcie. Alors, d'accord. Donc dans ce cas, ça existe alors, parce que regarde le mouvement de la Terre au niveau autour du Soleil, par exemple. C'est un mouvement perpétuel, ça. Ouais, c'est quelque chose où il ne faut pas qu'il y ait de dépense d'énergie, c'est ça, non? Précise. Bah, par exemple, dans un mouvement perpétuel, il ne faut pas qu'il y ait d'énergie qui soit dépensée, qui soit réintroduite. Par exemple, si on faisait un moteur qui dépense de l'énergie, mais qu'on réinjecte cette énergie dans le moteur, ça ne marcherait pas, par exemple. C'est pas dans le principe. D'accord, c'est ça effectivement l'idée. Alors, en fait, il y a deux choses un peu différentes qu'on appelle mouvement perpétuel. Il y a tout d'abord parmi les demandes, les propositions de mouvement perpétuel qui étaient faites à l'Académie des sciences, ils ont arrêté. La première, c'était on va créer de l'énergie. On a un système qui sort plus d'énergie que ce qui lui rentre. Donc ça s'appelle un mouvement perpétuel de première espèce. Final. Initial. Alors ça paraît peut-être un peu débile, mais en fait, si vous allez dans les forums de discussion de sciences, vous en voyez plein de trucs comme ça, des gens qui se disent, qui font des trucs malins avec des aimants notamment. Ça, les aimants, vu que c'est un peu difficile à comprendre, pas mal de gens tombent dans le panneau d'erreur lié au magnétisme. Les gens vous montrent des machines avec des aimants, où au départ il est au repos, il y a des aimants collés sur le disque et puis d'autres aimants ailleurs, et on a l'impression, comme ça, en analysant bêtement le truc, qu'au bout d'un moment il se met en mouvement, il se met à tourner et aucune énergie n'a été dépensée. Donc vous avez l'énergie cinétique de rotation, alors vous n'avez rien apporté. C'est pas le cas. Hein. Il y a l'énergie, il faut prendre tout en compte, l'énergie des aimants, l'énergie magnétique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et en fait, la raison pour laquelle c'est pas possible, ça c'est vraiment le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe vous dit l'énergie totale est conservée. Elle peut être éventuellement mise sous forme de chaleur, stockée sous forme d'énergie interne, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Après, on peut imaginer des choses plus malignes. Ce qu'on appelle un mouvement perpétuel de seconde espèce. Et ça c'est quelque chose de plus subtil. L'énergie est effectivement conservée, mais on va prendre de l'énergie à un endroit où il y en a beaucoup et où on ne veut pas qu'elle soit, pour la mettre à un endroit où ça nous arrange. Un exemple typique de ça, quelque chose qui a été imaginé au XIXe siècle, c'était la situation suivante. Vous avez la mer, ici, qui a une température température moyenne de la mer, 2 degrés, 5 degrés. Et vous avez un bateau qui
qui avance sur la mer et il n'a pas de moteur. Enfin, il a des moteurs, mais il n'a pas de carburant. Et les gens avaient essayé d'imaginer un bateau qui prendrait l'énergie dans la mer, on va voir tout de suite comment, et qui s'en servirait pour faire marcher ses moteurs. Donc il transformerait la chaleur contenue dans la mer, c'est un échange de chaleur entre la mer et le bateau, et qui transformerait ça en travail pour le faire avancer. Et la base de raisonnement, c'était la suivante. Imaginez que le bateau, quand il se balade comme ça sur l'eau, il a accès autour de lui à une certaine quantité d'eau, je ne sais pas, disons 1000 mètres cubes. Prenons un volume de 1000 mètres cubes d'eau à 5 degrés. Et imaginez que le bateau, il arrive à faire passer cette eau à la température de 1 degré. D'accord? D'une manière ou d'une autre, il a un dispositif qui il trempe dans l'eau et il arrive à extraire l'énergie interne qui se trouve dans cette eau. Quelle est la quantité d'énergie qui peut être ainsi gagnée par le bateau? C'est facile à calculer. L'énergie interne de l'eau, la variation d'énergie interne de l'eau, quand elle passe de 5 à 1 degré, c'est la capacité calorifique de l'eau, c'est-à-dire 4,18 joules par kilojoules par kilogramme. Et par Kelvin. Donc il y a 4 Kelvin différents, ça fait 4 ici. Et il faut multiplier ça maintenant par le nombre de kilos qu'il y a là-dedans. Il y a combien de kilos dans le 1000 mètres cubes d'eau? 8 tonnes. 1 million, 10 puissance 6. Donc 4 x 4, 16, ça fait à peu près 1,6 x 10 puissance 7 joules. Ça fait 16 mégajoules. 16. Non, ça fait pas 16? 4 x 4? Si, 16 quelque chose, on s'en fout, ça va un peu grand. Donc c'est beaucoup, hein. Ça fait une énergie assez grande. Si maintenant vous prenez l'énergie enfin le volume de tous les océans, vous pouvez poser la question, bah, si on avait un dispositif comme ça et qu'on ne s'inquiétait pas des conséquences biologiques, par exemple de refroidir un peu la mer, de combien est-ce que la mer se refroidirait si on pompe toute l'énergie utilisée par le monde entier pendant un an dans la mer. Si vous faites le calcul, vous apercevez que c'est petit, hein, c'est une fraction de Kelvin, une fraction de degré. Par an, si on arrivait à diminuer la température de la mer de 0 à 1 degré, on arriverait à couvrir nos besoins énergétiques actuels sur Terre. Pourquoi ça n'a pas été fait? Enfin, c'est bête, pas Oui, alors c'est pas bête du tout, effectivement. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que c'est pas possible. Justement, c'est pas possible. On ne peut pas le faire. La raison pratique à ça, c'est que si on veut transférer de l'énergie d'une source froide vers un autre endroit, il faut disposer d'une source plus froide. Si je te donne une source à 5 degrés, une bassine d'eau à 5 degrés, et que je te dis maintenant va récupérer la chaleur qui est là-dedans, comment est-ce qu'on fait? Voilà, il faut avoir un corps à une température plus petite que 5 degrés, le mettre en contact, et dans ce cas, la chaleur elle va aller du chaud vers le froid. Mais il y a un point essentiel, c'est que la chaleur ne va jamais du froid vers le chaud, spontanément. Spontanément, on a vu tout à l'heure dans le cas du frigo que si on apportait le travail, il pouvait le faire. Mais spontanément, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, le fait que spontanément la chaleur aille du chaud vers le froid, ça interdit en fait ce genre de dispositif. Après, vous pouvez essayer d'être malin, d'essayer de dire on va quand même essayer de le faire, etc. Les gens ont essayé pendant longtemps, et l'Académie des sciences en a ras-le-bol et ils ont arrêté de prendre cette demande. Ce n'est pas possible. En tout cas, les lois de la thermodynamique l'interdisent. Ce qu'on va voir dans ce cours-là sur le second principe, c'est la formalisation de ça. On va voir un principe physique qui limite la possibilité de faire ce genre de dispositif-là. Et en fait, on va voir aussi que du coup, ça limite le rendement des machines, par exemple, et c'est ça qui va nous interdire, qui va interdire aux machines d'avoir un rendement plus grand que le rendement de Carnot. Donc ce qu'on va faire dans ce cours, c'est un principe qui formalise ça, qui nous dit pourquoi est-ce que les mouvements perpétuels de seconde espèce sont aussi interdits. Pourquoi ce type de mouvement-là n'est pas autorisé. Donc du coup, là, je ne veux pas le faire en juste 5 minutes, donc on va vraiment s'arrêter là.